Le sport pris au sérieux par des animateurs autant tout aussi dérisoires. Avec Emilio Constanza. I'm a fun guy. Félix Forget. As here's a drive in a deep left field by Castellanos. It will be a home run. Et Pierre-Olivier Poulain. This man was a bona fide scrub. He can't play. La triple menace. La triple menace, édition du 22 décembre 2025. Bienvenue tout le monde à l'émission. J'espère que vous allez bien. J'espère que, écoutez, les étudiants qui écoutez ça, vous profitez finalement du fait que la session est terminée et qu'on passe maintenant aux choses sérieuses. Le temps des fêtes, le temps d'être de retour à la maison avec la famille, se taper une petite game de Mario Kart avec la famille sur la vieille N64. Pop qui est déjà aussi de son côté à Thetford Mines, qui est déjà prêt là, à profiter de cette semaine. C'est une semaine de congé? Ouais, je suis arrivé, je suis parti vendredi puis je repars le 26. Fait que c'est une semaine bien flush. Puis je vais juste partir juste à temps pour le championnat mondial de hockey junior qui commence à cette date. Ça va être le fun. Comment te comptes-tu, dis-je bien, là, occuper ton temps pendant cette semaine-là? J'ai déjà des parties de famille qui s'est déjà commencé. Je vais revoir des amis du coin. Regarder un peu de football, puis je pense que ça va être ça. Là. L'échelle de productivité, là, sur une échelle de 1 à 10, on va être à moins 6,5. Là. Vous autres, chez vous, puis Félix, toi aussi, est-ce que c'est genre de famille au pluriel, du moins, avoir 1 million de parties à chaque jour, puis finalement, ces vacances-là ne sont pas de tout repos? Non, pas tant que ça. Moi, c'est chez nous avec mes parents, un bar, puis c'est tout. Ouh. Peut-être pas à tous les jours, mais il y en a quand même une couple. Il y en a un le 24, un le 31, le 1er, un peu le 25. Il y en a une couple là. Il y en a avec des amis qui embarquent là-dedans aussi. Là. Fait que oui, je pense qu'on arrive plus au format de. À la fin, c'était des vacances, puis t'as comme pas réalisé que t'as eu des vacances, entre guillemets. Là. Fait que, finalement, t'as juste 2 jours. Ça ressemble pas à ça. En fait, moi, j'avais du côté de ma mère en bas, j'avais mon party de famille, puis en fait, je vais vous résumer le party que j'ai eu. On est arrivé, on a pris un apéro, on a soupé, j'ai mis le cellulaire devant moi pour Canadien-Pittsburgh, puis j'ai écouté du football avec mes cousins toute la soirée. C'est mon party de Noël. Ça, c'est un bon Noël. Là. En plus, on va toujours avoir le classique basket et foot à Noël. Bon, ça, je sais que ça ne vous concerne pas, là, mais bon, il y a aussi la deuxième partie de la 5e saison de Stranger Things qui va être en ligne. Là. Moi, je vais pouvoir me gâter avec ça. Ça va être mon cadeau, mais pour d'autres gens, les gars, pour partisans des Canadiens, peut-être qu'ils ont déjà eu leur cadeau de Noël, qui vient en fait sous 2 formes. C'est classique que Noël, tu sais, c'est pas un... Parfois, tu sais, les gens ne font pas un gros cadeau, mais c'est 2 petits cossins qui sont bien utiles, que les gens aiment bien, là, ces petits cossins-là, en forme de Jacob Fowler, qui, a commencé à jouer pour de vrai, a eu un blanchissage contre les Penguins de Pittsburgh dans le premier de ces 2 matchs-là. Puis, un vœu exaucé aussi facilement qu'on puisse le comprendre. Si on se fie à ce que Kent Hughes disait, Philippe Danault qui finalement est de retour à Montréal là, dans une transaction qui a coûté un choix de 2e ronde en provenance de Columbus. Donc, c'est celui que les Canadiens ont eu dans l'échange de Patrick Laine. Avant qu'on rentre, les gars, dans le vif du sujet, quel cadeau est le meilleur pour un partisan des Canadiens entre Jacob Fowler et Philippe Danault? Je te dirais, dans l'immédiat présentement, là c'est sûr que je fais un peu de révisionniste puis du hindsight is 2020 là-dessus, en sachant que Jake Evans s'est blessé durant le match, du moins le premier match contre Pittsburgh. Mais Philippe Danault va faire du bien. Puis c'est pas juste le fait que ces tâches vont donner du lousse, mettons, à un Nick Suzuki ou à un Leva Kapanen, etc. Je pense que juste pour les vibes dans le vestiaire, ça va être énorme. Je pense que, tu sais, des gars comme Nick Suzuki, Cole Caulfield, Mike Matheson, Gallagher, Anderson, Evans, tu sais, tout ce groupe-là qui était là pour principalement la run de la Coupe 2021, là, qui retrouve un élément quand même assez central. Il ne faut pas oublier l'apport de Philippe Danault qu'il y a eu dans cette run jusqu'à la Coupe Stanley.
on ramène quelqu'un de connu, puis je pense qu'on sait exactement ce qu'on attend de lui, puis je pense que Philippe Danault s'attend exactement à ce qu'il peut amener. Fait que pour la deuxième moitié de saison, là, amener de l'expérience, ça va faire tellement bien, on sent. Matheson, tu vois, Matheson n'était pas là, mais pour le reste, pour le reste, c'est vrai que c'est des gars qui sont pas mal tous connus, là, mais je suis d'accord avec toi. Écoute, Nio, pour répondre à ta question, je pense que si je m'appelle Nick Suzuki, Philippe Danault, je suis extrêmement content d'avoir un autre centre qui va manger des minutes défensives. Si je m'appelle Martin Saint-Louis, ma réponse c'est Philippe Danault parce que j'ai enfin un centre que je peux envoyer parce que j'ai besoin de gagner une mise au jeu. Si je m'appelle Jake Evans, je dis Philippe Danault parce que je suis content d'avoir de l'aide dans les avantages numériques. Parce que je suis n'importe qui dans le reste de l'équipe. Juste Jacob Fowler, depuis qu'il est arrivé, tu sens que la situation devant le filet était tellement un problème dans les dernières semaines. Puis juste d'amener Fowler, qui hier, un premier jeu blanc, samedi en fait, un premier jeu blanc pour Jacob Fowler. Puis on sent que ça a amené quand même un calme, une confiance à une équipe qui sentait que ses deux gardiens derrière elle n'étaient pas capables d'arrêter un ballon de plage. Juste d'avoir un gars qui a stabilisé tout ça, puis qui, les gars sentent qu'ils ont une chance de gagner, ça a aidé, puis ça a aussi aidé Jakub Dobeš d'avoir un peu comme de compétition, ça l'a comme botté au derrière, puis on sent aussi que c'est un petit peu plus régulier ses performances. Donc à ce niveau-là, tu sais quoi? Moi, je vais dire Jacob Fowler, mais pour certains joueurs très précis de l'équipe, Philippe Danault, ça va être un sacré beau cadeau de Noël. Puis je pense qu'on ne peut pas se plaindre d'aucun des deux. Là. Je pense que c'est deux cadeaux extrêmement appréciés pour cette équipe-là. Ah oui, On a un manque d'expérience de cette équipe-là, puis Philippe Danault vient vraiment, vraiment aider à ce niveau-là. Le genre de centre que tu peux amener en fin de match, puis qui va t'aider à closer des matchs, un problème avec l'équipe récemment. Il y a plusieurs façons qu'on peut décortiquer ça. Donc, cet échange-là. Le premier point que Pop a amené, ce qui, je pense, est assez incroyable, c'est le fait que ça va enlever beaucoup de tâches à Nick Suzuki. En fait, pas enlever, mais du moins réduire le toll qui lui est refilé, dans le sens que, bon, Nick Suzuki est utilisé à pas mal toutes les sauces et on va pouvoir au moins avoir quelqu'un pour bridger ce temps-là. Question dans tout ça, les gars. Question qu'on avait posée cette semaine sur le perron d'église qui est la suivante. Avec quels ailiers placerais-tu Philippe Danault à son retour à Montréal? Parce que ça, c'est la grosse question. OK, les gars? Est-ce que Philippe Danault est un deuxième? Est-ce que Philippe Danault est un troisième? Est-ce qu'on touche au trio qui, pour l'instant, fonctionne vraiment bien là, de Oliver Kapanen, Ivan Demidov, Juraj Slafkovský. Est-ce que Philippe Danault, on connaît aussi ses problèmes offensifs cette année avec aucun but et 5 passes seulement cette saison. Est-ce qu'on tente de le relancer offensivement? Est-ce qu'on tente finalement juste de le mettre sur un trio un peu plus défensif? Les gars, c'est un beau problème à avoir parce que dans un premier temps, oui, on ne sait pas avec qui placer, mais il y a un gros jeu d'échecs à faire dans le sens qu'on commence à réaliser qu'il y a peut-être des joueurs de trop dans cet alignement-là d'attaquants. Oui, il y en a clairement. Puis écoute, moi, tu vois, pour répondre à ta question, le deuxième trio, Slafkovský, Kapanen, Demidov, je pense qu'en ce moment, tu peux pas y toucher. C'est de loin ton trio qui fonctionne le mieux. Puis tu veux pas Danault sur le premier trio non plus. Fait que je pense que un peu par défaut, il va se retrouver sur le troisième trio, exactement dans le rôle que Jake Evans occupait avant de se blesser. Je pense qu'à très, très, très court terme, ça va être ça en assumant que la blessure d'Evans, en espérant surtout que ce n'est pas une blessure à long terme pour Jake Evans, parce qu'on sait à quel point il est important pour l'équipe. Mais écoute, Danault, éventuellement, on parlait de Kapanen, moi, j'ai certains doutes sur le fait que Kapanen va être capable de maintenir ce rythme-là à long terme. Et j'ai l'impression que Danault, un élément qu'on sous-estime peut-être dans cette transaction-là. Oui, c'est 5 points en 30 matchs, mais on connaît Danault, c'est un gars qui est capable de faire du 40-50 points par saison. Disons qu'il a ralenti un peu plus 40, mais ça reste quand même un gars qui est capable de produire offensivement. Danault est aussi une police d'assurance dans l'éventualité, je dirais, relativement probable que Kapanen finisse par avoir un creux de vague, que Kapanen finisse par en arracher, en guillemets. Si ça doit arriver éventuellement, ça va être assez facile de justifier un monde dans lequel tu dis, bon, Slav et Demidov, ça va super bien, puis je veux que les deux kids se concentrent sur créer de la magie en attaque. Fait que mettre Danault au centre de ces deux gars-là, laisse Danault s'occuper des responsabilités défensives de ça, puis d'avoir un troisième défenseur, en guillemets, sur la glace. T'as-tu idée à quel point ça va donner
du lousse à Demidov et à Slavkovski pour créer des choses si tu leur mets Dano au centre. Là, en ce moment, Kapanen, ça va bien, puis je pense qu'il faut que tu continues cette belle séquence-là jusqu'à temps que tu n'aies plus rien qui sorte de là. Mais éventuellement, si Kapanen, ça finit par piquer un peu du nez, moi, je pense que ça se défend très, 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 très bien d'amener Philippe Dano au centre de ce trio-là. En attendant, t'es vraiment pas mal sur un troisième trio avec lui. C'est drôle, mais moi, je le vois comme un bon fit avec Alexandre Texier. Et je pense qu'il y a vraiment un fit super intéressant à faire là. On sait que Martin Saint-Louis a confiance en Texier dans les missions défensives. On l'a vu contre les Oilers quand il s'occupait d'affronter Connor McDavid une bonne partie du match. Peut-être que tu le ramènes avec son bon ami Brendan Gallagher. On sait que ça avait bien fonctionné les deux dans les dernières années. Un allié européen avec Dano et Gallagher, seulement ça fait un bon trio. Peut-être que tu réessayes ça. Une nouvelle version 2.0 revue et améliorée. Puis sinon, un autre gars que j'aimerais bien peut-être avec Zachary Bolduc, je pense que ça pourrait être aussi un gars super intéressant, Zachary Bolduc, de le mettre avec un Philippe Dano. Il enlevait un peu cette pensée défensive-là, lui permettre de donner un petit peu de lousse sur le plan offensif. Juste avant que Pop se lance là-dessus, je veux saluer, puis en plus d'ailleurs, Dano Bolduc qui aurait là une connexion de la 55 avec Trois-Rivières et Victoriaville. J'ai été rappelé pendant la saga Philippe Dano, un vieux tweet qui était sorti d'Arpen Bassou. Man, j'avais tellement oublié cette histoire-là. Du fait qu'on ait su que l'enfant, parce qu'il y avait beaucoup de situations familiales autour du déménagement de Philippe Dano à Los Angeles, que l'enfant était conçu. Et conçu étant le mot-clé, la soirée du match 6 contre les Golden Knights qui a propulsé les Canadiens en finale. Bro a fait une passe pour envoyer le Canadien en finale de la Coupe Stanley, puis il score pour faire un enfant. Dude. Un vrai Québécois. Tout ça pendant la Saint-Jean, d'ailleurs. Pendant la Saint-Jean. Puis, il a mangé une pizza 2 pour 1 en plus. C'est vrai. Mais moi, ce que ça pourrait être le fun, tant qu'à avoir le côté francophone, tu mets Texier avec Bolduc puis Dano, tu as la nouvelle French Connection des Canadiens. mais ma vraie réponse, puis je vais vous amener peut-être un peu plus loin, parce que là, on parle de maintenant au 22 décembre. Là, on ne sait pas quand il va revenir, mais mettons, on s'en parle dans 3 semaines. Puis on nous annonce que Kirby Dach revient au jeu. Là, c'est là qu'on va se poser les vraies questions de qu'est-ce qu'on fait avec Philippe Dano. Parce que, pour moi, Félix le dit, il n'y a aucune raison de séparer Demidov, Slavkovski, Kapanen. Tant aussi longtemps que ça marche, tu touches pas à ça. Moi, ce que je peux voir, par exemple, c'est Philippe Dano au centre du troisième trio, flanqué de Alexandre Texier à droite et de Kirby Dach à gauche. Oh, j'aime ça. Si tu veux relancer un Philippe Dano offensivement, Texier à droite. Ben, écoute, ça peut inverser les ailes, là, mouche. Ouais, s'il te plaît. Ouais, c'est parce que au hockey, là, souvent, tu sais, il y a du monde qui sont bien bons pour dire qui est gaucher, qui est droitier. Là, moi, zéro fuck all. Ah, OK, c'est pour ça. Moi, je suis pour ça. Mais mettez Texier et Dach dans le rôle que vous voulez. C'est juste mettez ces trois-là ensemble. Moi, je sens que ça pourrait être une sacrée belle combinaison pour équilibrer, puis peut-être aussi amener Philippe Dano à être un peu plus à l'aise offensivement. Là, à cette heure, tu fais quoi avec le quatrième trio? Tu gardes-tu la fameuse combinaison Evans, Anderson, Gallagher? Et là, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que tu fais avec Patrick Laine? Qu'est-ce que tu fais avec Samuel Blais? Qu'est-ce que tu fais avec Joe Veleno? Qu'est-ce que tu fais avec Owen Beck? Moi, c'est là que je m'en allais. Puis attends, c'est là que je m'en allais parce que... Ouais. Puis Alex Nua qui est toujours pas dans l'équation, là. Exact. Moi, c'est là que je m'en allais. OK, en ce moment, quand tu regardes le portrait, OK, en ce moment, là, il y a 17 attaquants dans l'entourage du Canadien. Okay? Le Canadien a 17 attaquants sur sa fiche de paye en ce moment, de gars qui sont LNH. Samuel Blais va retourner en bas, là, il a été rappelé le temps de match, le temps que Dano arrive. Samuel Blais va s'en aller, tu arrives à 16. Quand tout le monde est en santé, 17. Là, c'est pour ça qu'il y a des extras. Là. Bref, Blais descend, tu arrives à 16. Après ça, j'ai envie de dire que quand tout le monde est en santé, tu tombes avec Veleno qui sort. 15, tu en as encore 3 autres à couper. Tu sais, Dach va être là quand il va revenir. Je descends la liste. Le Suzuki, Caulfield, Slav, évidemment, ça va être là. Anderson, tu peux pas sortir ça. New, quand il va être là. Dano. Tu sais, ça va rapidement devenir difficile de sortir du monde. Okay. Puis là, c'est vraiment à se demander...
est-ce que Laine a une place quand il revient? Tu sais, ça va être des questions comme ça qu'il va falloir se poser. Est-ce qu'éventuellement, si ça ne marche pas est-ce que Winbeck, par le fait qu'il soit éligible à retourner à Laval sans passer par le balotage, ne va pas être forcé de retourner en bas? Parce qu'il joue du sacré gros hockey Winbeck en ce moment sur un 4e trio. Est-ce que Brendan Gallagher, éventuellement, va être laissé de côté? Je pense qu'éventuellement, il va voir que Félix, je vais même faire du pouce là-dessus. Tu as mentionné le nom de Patrick Laine. La question, c'est pas quelle est la place de Patrick Laine, c'est plus quelle est la valeur de Patrick Laine. Parce que clairement, il est de trop. Oui. Mais son contrat finit à la fin de l'année. Je pense que tu n'as pas le choix de il n'y a personne qui va le prendre. Je vois pas un monde dans lequel quelqu'un prend Laine. Fait que tu as un peu pris avec, à la limite, tu le laisses à la liste des blessés pour finir l'année, mais ça reste un gars qui a une certaine utilité intéressante, mais je sais pas. Il y a beaucoup d'attaquants qui sont en train de forcer la main de l'équipe en ce moment. Ça va être dur le temps. Félix Pop, est-ce qu'il y a un moment cette saison où vous avez dit « Hey, ça serait le fun de Patrick Laine en ce moment » ? Il y a des fois que j'ai vu la deuxième unité d'avantage numérique faire complètement fuck all dans un match. Je me suis dit, tu sais quoi, ça serait peut-être pas de refus d'avoir Patrick Laine, mais mettons dans le scénario de fin de saison. Là, écoute, je ne vais même pas inclure Alex Newhook parce qu'il va revenir tellement tard, puis juste avant les séries, tout ça, que je préfère même pas le mettre dans l'équation. Un Brendan Gallagher que tu pourrais dire, hey, on joue 4 games cette semaine, là. Tu peux prendre un break un soir sur 2, là. On t'aime, là. Mais si tu veux, t'es encore avec nous autres pour encore un an, là. Fait que si tu veux être encore un seul morceau, on peut lui donner un break. Josh Anderson, c'est monsieur, je me blesse durant la game puis je traîne la blessure pendant plusieurs mois de temps, là. Tu sais, à un moment donné, ça va arriver à un moment donné que certains vétérans, tu sais quoi, un soir, prends ça off, guéris des petits bobos, reprends du souffle, on va avoir besoin de tout le monde rendu en avril. Pourquoi pas? Parce que c'est deux gars qui joueraient sur une deuxième vague d'avantages numériques. Puis pourquoi, au retour de Patrick Laine, quand tout le monde va être en santé, pourquoi Laine et Gallagher alterneraient pas leur place dans la formation? Ça peut être J'ai l'impression que c'est deux gars dont on se demande s'ils sont capables de donner un effort vraiment sur 82 matchs. Puis, selon ton adversaire, disons que tu as une équipe qui a tendance à prendre beaucoup de pénalités, amène l'année dans l'alignement. Tu vas avoir un gars qui va être capable de tirer, de marquer des buts en avantage numérique. Un match plus cheapy, un match contre un gros rival, contre Ottawa, par exemple, amène Gallagher dans la formation. Puis, parce que, tu sais, je regarde en même temps, puis j'essaie de faire un alignement sommaire de ce à quoi ça va ressembler. Là, disons, quand tout le monde est en santé, en assumant que Bolduc et Oudag vont être sur le premier trio avec Suzuki Caulfield, puis que la deuxième ligne reste inchangée, tu vas arriver avec quelque chose comme Dano et Texier pour compléter le troisième, puis Jake Evans, Anderson et quelconque ami avec eux, là, que ce soit Gallagher, que ce soit Laine. Tu as Newhook aussi, que j'ai même pas parlé encore, le Newhook, qu'il va falloir éventuellement rentrer dans le projet. Ce qui est clair, là, c'est que même si des gars comme Beck jouent du gros hockey, ça va vraiment être tough de leur trouver une place à long terme. Puis ça va créer une micro-compétition à interne pour des matchs et des minutes parce que ça va vraiment, vraiment être tough de faire de la place pour tout le monde dans ce groupe-là. Mon gros problème dans tout ça, c'est que d'essayer d'accommoder Laine, c'est pas faisable parce que il est pas jouable, les gars. Ce gars-là, malheureusement, j'ai pas le choix de le dire, à 5 contre 5, il était terrible. Tu sais, c'est pas le joueur type de 4e trio que tu aimerais avoir. Non, c'est sûr. Tu sais, les gars, je veux juste... Vous allez avoir l'image mentale, mais Laine qui essaie de faire un peu défensif, puis il se laisse glisser parce que son coup de patin, il n'est pas fameux. Il se laisse glisser, puis il y a juste le bâton qui tend pour essayer de... C'est dommage, mais c'est pas un joueur de 4e trio dans le sens que, en ce moment, à forces égales, je crois que Martin Saint-Louis préférerait avoir Owen Beck, mais en même temps, on ne lui attribuera pas d'attention. Oui, définitivement. Ouais, définitivement. Mais je risque d'être curieux de voir ce que Patrick Laine pourrait être. Mettons, on parle de son coup de patin 100% guéri, là. Tu sais, on s'entend. On ne retrouvera jamais 2016-2017 Patrick Laine, là. En termes d'habileté, puis de patin, puis tout ça. Mais le jour où Patrick Laine va être revenu à 100%, j'ai hâte de voir comment il va se débrouiller. Ce sera pas cette année. Ce sera pas cette année, c'est ça le problème. C'est qu'on le verra pas cette année. Je veux dire, oui, il va revenir de son année sportive et tout. Puis oui, il va être probablement plus en forme qu'il était au début de l'année, mais il reprendra pas son game shape, sa forme de match. Il reprendra pas à attendre
la fin de l'année. Puis, tu sais, sérieusement, on dirait que plus j'en parle, plus c'est clair pour moi qu'avec Dano qui est là, la meilleure formation du Canadien, c'est celle où Laine et Gallagher ne sont pas dedans. Sérieusement, j'essaie de voir qui tu tasses, puis à part si tu as un autre blessé, je pense qu'il n'y a même pas de place pour aucun des deux. Avec Texier qui est tellement solide, avec, tu sais, à moins que tu veuilles renvoyer Bolduc à Laval, ça ne se replace pas pour lui, mais on est tellement loin de penser à renvoyer Bolduc à Laval. Non. Tu sais, c'est ça, je veux dire. Et ça va prendre de la place pour Newhook, pour Dak, pour. Tu sais, je vois pas où Laine et Gallagher vont fitter dans un monde où tu gardes Evans, Anderson, Dano, Texier, Bolduc, Dak et Newhook. Je veux dire, ça, c'est en excluant tout le deuxième trio puis Suzuki Caulfield, c'est ton groupe de 12. Gallagher et Laine sont pas là. Hey, bon, les boys, j'ai 2 derniers points à amener sur Philippe Dano. Le premier, c'est, je pense pas qu'on l'a trop mentionné, mais quand il va revenir, moi, la combinaison Philippe Dano-Alex Newhook, j'aimerais ça en tabarouette. Oui, mais pour la même raison que j'aimerais ça avec Texier. Pour moi, ça se ressemble vraiment beaucoup sur deux. C'est 2 types de joueurs qui se complètent très bien. Puis, première chose, puis on n'en parle pas assez, OK? Mais la grosse affaire, OK? Philippe Dano, il lui reste une autre saison sur ce contrat. Il va avoir 34 à la fin de son contrat. Je pense, je touche du bois, on est quand même capable de voir bien dans le futur et de projeter que Philippe Dano serait prêt après ça à rester à rabais. Est-ce que Philippe Dano veut rester? Probablement. Est-ce que tu demanderais à Jeff Gorton et Kent Hughes s'il veut ramener Philippe Dano? Probablement qu'il dirait oui. Est-ce qu'on a de la place pour lui l'année prochaine? Ah ben je dis pas l'année prochaine, on n'a pas vraiment le choix. L'année prochaine, on n'a pas vraiment le choix. La suivante. On n'en trouve pas en ce moment. On n'en trouve pas en ce moment. Je veux dire, écoute, ce qui est intéressant, moi, ce que je trouve vraiment intéressant de Dano et de son contrat, okay, c'est qu'il finit à l'été 2027 en même temps que le 6,5 millions de Gallagher, le 5,5 millions d'Anderson, il y a 5,5 de Dano, le 2,9 de Newhook, que ça, on va probablement juste remodeler un peu le contrat. Et tu vas aussi avoir à ce moment-là Ivan Demidov qui va devoir se négocier un contrat. J'ai l'impression que on ne voulait pas s'envautrer d'un contrat qui va être dans les pattes de ça. Puis le vrai moment où est-ce que le Canadien va pouvoir avoir sa vision, son équipe, là, c'est l'été 2027. Gallagher ne sera pas là. Anderson va être. S'il revient, ça va être à plus bas prix. Là. Gallagher aura plus son gros contrat. Anderson aura plus son gros contrat. Dano, s'il revient, ça risque d'être à rabais. Alexandre Carrier aussi va devoir se négocier un nouveau contrat à ce moment-là. Peut-être que lui aussi va vouloir rester à rabais. Dans quel rôle? Un 7e défenseur, parce que si Ryan Backer est là, tu vas commencer à manquer de monde. Adam Ekstrom fait tellement bien. L'été 2027, attachez votre truc avec la broche parce que ça va être un immense été pour le Canadien. Yes. Puis je veux juste rajouter un nom que tu as oublié sur ta liste aussi, Samuel Montembeault. C'est vrai, oui. C'est vrai, il va falloir se demander quel est le plan à long terme devant le filet. Dommage qu'il va devoir signer un nouveau contrat. Le plan à long terme, il est déjà réglé. Je pense que oui. On a eu des bons moments avec ça. Hey, d'ailleurs, les gars, on va se le dire, bon week-end quand même pour Josh Anderson, hein? Oui. Oh oui. J'ai trouvé super engagé, puis même match du dimanche soir, même si, bon, il n'a pas marqué. Sur le désavantage numérique, c'est encore démarqué, puis encore est parti en échappé. Non, c'est le fun. C'est la séquence de l'année où Josh Anderson est possédé. On va dire ça de même. Moi, ce que je veux vous dire, OK, mais que Josh Anderson, son contrat soit à échéance, faut pas refaire la même erreur qu'on a faite cet été avec Christian Dvorak. Là, je vous comprends, il y a l'aspect du prix. À 5,5 millions, aucune chance que je sois prêt à payer, même juste pour un an pour Christian Dvorak. Mais durant l'année, quand il y a eu la séquence difficile, surtout en défensive, on s'est dit, c'est quoi? Un Christian Dvorak en ce moment nous ferait pas de tort. Christian Dvorak va faire beaucoup d'argent cet été. Il va faire beaucoup d'argent. Moi, je pense que Josh Anderson, là, ce qui est le fun en ce moment, c'est que son corps, il tient encore. Pour l'instant, c'est ça que ça fait, mais ça peut finir comme Gallagher. Ça peut prendre un été, puis on perd 2 coches. Là. Fait que, d'après moi, au bon prix pour bonne modalité, ça peut le ramener. Moi, le monde qui dit que Josh Anderson, il revient, c'est déjà réglé, il ne reviendra pas à Montréal après son contrat. Là. No way.
Écoute, moi, tu vois, le cas de Vorak, c'est drôle, je pensais que tu allais aller sur Dano parce que tu vois, l'erreur de Vorak de ne pas le garder. On a été chercher Dano pour rectifier cette erreur-là. Mais, tu sais, Anderson, il est trop tôt pour y penser pour la simple bonne raison qu'on ne sait pas quel va être son état physique rendu à l'été 2027. Mais c'est vrai que ça va être un cas vraiment, vraiment intéressant. Gallagher aussi, je veux dire, d'après moi, ça va être Anderson ou Gallagher. Puis je pense qu'on arrive vraiment dans cette situation. Félix, je vais te dire tout de suite, ça va être Josh Anderson. Moi, je ne peux pas. Je dois seconder ce qu'il a pas dit. Je ne peux pas croire que Brendan Gallagher va encore survivre une saison de 82 matchs et potentiellement séries éliminatoires l'an prochain. Ce gars-là va tomber en morceaux avant de se rendre. Mais si Gallagher veut jouer une autre saison, est-ce que tu sais, c'est avec Carey Price qui est parti, c'est comme le dernier qui est là depuis vraiment, vraiment longtemps. Là. Peux-tu vraiment laisser Gallagher partir s'il dit qu'il veut jouer une autre saison? 35 ans, c'est un âge noble pour tirer à plus. Ce serait le 13e attaquant parfait. Ça, je pense qu'on peut tout s'entendre. Ce serait le 13e attaquant parfait. Ou 14e à la limite. Comme ce qu'on aurait pu voir pour David Savard cette année s'il avait pas annoncé sa retraite. Et encore. Mais on sait, avec Gallagher, c'est déjà arrivé qu'on a mêlé les émotions une fois dans les négociations. Puis on regarde. Il y a eu des regrets assez vite. Hey boys, j'avais annoncé cette nouvelle-là un peu plus tôt cette semaine sur ma revue de presse Salon de Mio que vous pouvez pogner tous les jeudis matins par ailleurs sur ce programme. Comme quoi, bon, Buffalo, on a fait un peu le ménage à la direction et j'avais questionné un petit peu le fait que Jarmo Kekalainen était le candidat pour prendre le relais. Bon, il y a eu quelques bons moments à Columbus, mais disons que dans les années récentes, c'était pas tout rose en Ohio. Et puis, depuis le temps que la nouvelle est sortie, alors on apprend que Marc Bergevin aussi, il a décidé de quitter le bateau à Los Angeles. D'ailleurs, soit en passant quoi, même pas 24 heures après l'échange de Philippe Danault. Et puis, Bro était juste fâché, là. Philippe Danault a quitté Montréal parce que Marc Bergevin ne voulait pas égaler l'offre des Kings, fait qu'il est allé avec les Kings. Bergevin s'est fait sacrer dehors de Montréal, il est allé le rejoindre avec les Kings. On sait que Danault et Bergevin ne s'entendaient pas super bien. Danault se fait échanger à Montréal 24 heures après. Bergevin s'en va pour aller à Buffalo. Le gars est resté avec les Kings jusqu'à temps que Danault s'en aille. Bon, je sais quoi, là, je m'en vais. Là, ça me tente plus. Man, il a terminé Danault, son cheval de bataille. C'est sûr qu'il me niaise. Danault disait il me niaise. Ce gars-là me niaise. C'est le bon cheval de bataille Bergevin à Danault, mais après ça, qu'il s'en va à Buffalo, je veux dire, point d'interrogation, je veux dire, on en pense quoi de ce côté de Buffalo? Juste au deuxième étage. On parlera de ce qui se passe à la glace, mais deuxième étage. Y a-tu vraiment mention de dire que cette organisation-là a du personnel compétent pour se sortir de ce gars-là, de ce trouble-là? Puis Félix, je te vois sourire, là. Mais écoute, moi, la seule fois que je me dis, c'est que ça va aider Bergevin à peut-être se retrouver une job de DG éventuellement. Il y a DG qui est canadien à Coupe Spengler, puis tu sais, adjoint dans un conseiller spécial, c'est pas exactement un rôle qui inspire la confiance pour un DG, puis tu sais, on sait qu'il a été finaliste dans la course pour le poste des Highlanders, Mathieu Darche l'a gagné, mais Bergevin était deuxième dans cette course-là. Tu sais, je pense qu'il veut que son nom recircule dans les rumeurs, et quand Buffalo va inévitablement se rendre compte que Jarmo Kekalainen n'est pas l'homme de la situation, peut-être que Bergevin a fait la même. Peut-être que Kekalainen a fait la même erreur que Kevin Allen nous a fait en embauchant Kekalainen. Il a embauché celui qui va y voler sa job dans une coupe d'année. Ça se peut que je sois sûr. Moi, j'ai tellement hâte que dans 2 ans, mettons dans les 18 à 24 mois, là, que Jarmo Kekalainen signe des gars comme Cody Ceci, Ben Sherratt, Joel Edmondson. Ça se ramasse tout en Buffalo pour n'importe quelle raison. Pour jouer avec genre Rasmus Dahlin et Owen Power. Vous savez que ça a déjà arrivé. Joel Edmondson a mené le Canadien à une finale, les gars. Quand même, un peu de respect. En fait, à deux finales, parce qu'il a été avec les Blues aussi. Oh, oui, mais je veux dire la finale avec les Canadiens. Là. Oui, c'est avec les Blues. Tant mieux, boo fucking who. Hein? Ils l'ont gagné leur coupe après avoir été dernier. Ben Sherratt est joueur autonome à la fin de la saison, fait que préparez-vous, il s'en va à Buffalo.
Oh my God. Ah, les gars, d'ailleurs, ça me fait penser, je check le classement. Ce sont, je disais, hein, les Blues qui étaient derniers rendus à Noël, la saison qui ont gagné en coupe. C'est fou maintenant. Je prends juste genre 2 secondes pour revenir là-dessus de repenser à ça. C'est comme si tu regardes en ce moment le Kraken, d'ailleurs le Kraken qui finalement est tombé dans les bas-fonds du classement, là où il devait Je vous l'avais être. dit, il fallait pas toucher à ça. Hein. Là où il devait être finalement. Puis tu dis, ah, finalement, Kraken va gagner la coupe. Bref. Allez, les gars, Buffalo qui n'ont pas perdu d'ailleurs depuis tout ce mouvement de personnel, mais il y a un autre mouvement de personnel qui a mené à une fiche invaincue jusqu'à présent. Et ce sont les Canucks de Vancouver qui, après la transaction de Quinn Hughes, les gars, ils n'ont pas encore perdu de match. Puis écoutez, c'est quand même c'est quand même des faits d'armes qui sont assez intéressants dans le sens que, bon, tu es allé en pogner une à Boston en shootout. La classique au Madison Square Garden, les Rangers qui se font blanchir. Après ça, les Islanders, quand même, où les Canucks l'ont emporté 4-1. Finalement, hein, c'est mot-clé. Je pense que Félix t'a mentionné ça avant le show, mais c'est d'échanger les super vedettes. Échange tes super vedettes, congédie ton DG, tu vas gagner non-stop. Moi, je vais juste dire ainsi, puis ça, je regarde les étudiants dans les yeux en disant ça. Il n'y a rien qui motive plus le monde que se dire qu'on est peut-être dans la merde si on ne fait pas bien dans les prochaines semaines. Quand t'as pas besoin de lock-in, là. Oui, le syndrome de dernière minute est invaincu. Petit point sur les Canucks, là. Je pense que la situation Quinn Hughes pesait peut-être plus lourd qu'on pensait sur l'équipe et sur les joueurs. Puis je pense que Quinn Hughes était déjà ailleurs qu'à Vancouver dans sa tête. Puis je pense que l'échanger, ça a comme resserré le groupe un peu. Puis c'est rien contre Quinn Hughes, qui est un excellent joueur. Je pense qu'il a quand même relativement bien géré ce dossier-là dans les circonstances. Puis là, ce qui est sorti, c'est qu'il y avait peut-être un peu de rififi entre Quinn Hughes et Elias Pettersson. C'est la deuxième fois qu'il y a un joueur des Canucks de la misère avec Pettersson, après JT Miller. C'est particulier. Fait que, je pense que ça commençait à devenir tendu dans le vestiaire et tout encore à Vancouver. Puis là, on va espérer qu'il n'y en ait pas un autre qui ait de la misère avec Pettersson parce que 3 fois, ça commencerait à être vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de gars. Écoutez, on peut en faire une prédiction. Parce qu'une corrélation, mis à part Elias Pettersson, c'est que l'autre joueur en question est un Américain. Quel joueur de profil moyen est américain chez les Canucks et qui a souvent pogné de la bisbille là où il est passé? En fait, il y a 2 réponses possibles. Il y a Connor Garland qui est ici, mais je pensais aussi que tu pouvais penser à Brock Besser aussi. La réponse, c'est Connor Garland. Non, mais tu sais ce qui serait le plus drôle, par exemple, c'est qu'Elias Pettersson se met à avoir du gros beef avec l'autre Elias Pettersson. Les deux sont plus capables de se blairer. Et là, t'arrives, les gens essaient de se lever, là, c'est tout mélangé. Là, c'est qui a de la misère, qui critique quoi de l'autre. Attends. C'est un petit peu drôle. Tu rajoutes un triangle, tu rajoutes Marcus Pettersson là-dedans. Ouais. Pettersson a de la misère avec Pettersson parce que Pettersson a dit de l'autre Pettersson que Pettersson n'était pas capable de jouer le même, avec le même rythme que Pettersson. Inception. Et voilà, les gars, on a réinventé quelque chose. Mais ouais, du côté des Canucks, c'est drôle, mais ça fonctionne. Bon, c'est ça qui se passe. Ouais. Du côté du football, les gars, on va passer à ça parce qu'il y a eu des drôles de matchs aujourd'hui. Mais je pense qu'on peut prendre un petit 2 secondes avec ce que Félix a à nous dire, mais un gros victory lap pour une certaine équipe de la nationale et probablement des excuses qui se doivent auprès d'un joueur en particulier aussi. Écoute, j'ai toujours été un défenseur de Caleb Williams. Ceux qui suivent le show depuis le début, vous le savez. Je suis un gros fan, ennemi de Caleb Williams. Puis, est-ce que les Bears auraient dû gagner leur match cette semaine contre les Packers? Non. Il n'y avait aucune affaire à gagner ce match-là. Ils ont été tellement chanceux, OK, de recouvrir le Boteco, Jordan Love qui se blesse, Josh Jacobs qui n'est pas à 100%, la défense des Packers qui est décimée. Réalistement, est-ce que les Bears méritaient de gagner ce match-là? Non, on ne méritait pas. Mais Caleb Williams, malgré tous ses défauts, malgré tout ce qu'on peut lui reprocher, est un gars qui, quand le match est en jeu, sur une grosse séquence en fin de match,
il se lève. Il se lève et quand on connaît l'histoire des Bears, c'est surréel. On n'est pas supposé entendre ce carrière-là se lève et Bears dans la même phrase. C'est pas supposé arriver. La passe, c'est ce carrière-là se lève contre les Bears. Là, c'est pour les Bears. C'est pas supposé arriver. Écoute, le match contre les Packers, pendant 55 minutes, ce match-là était plate. Là, soudainement, les Bears ont mal géré leur cadran, fait qu'ils ont été forcés de faire un bot écho. Ils l'ont miraculeusement repris. Et là, Caleb Williams s'est mis au travail. Et puis, sa passe en 4e essai pour égaler le match était incroyable. Ça s'en venait sur lui à une vitesse folle, puis il a réussi à juste pitcher le ballon dans les airs pour donner une chance à son receveur. Une recrue qui avait joué 8 snaps offensifs depuis le début de sa carrière. 8 snaps offensifs, le gars a attrapé le ballon pour égaler le match. Ben Johnson, qui était pour 1, on les allait pour 2, ça m'a vraiment, vraiment surpris de la part de Ben Johnson. Et là, en prolongation, on est un petit peu chanceux, on réussit à provoquer un revirement chez les Packers. Et les gars, si vous avez vu le match samedi soir, vous savez que c'était extrêmement venteux. Et extrêmement venteux. Les botteurs alignaient leur botté à droite du poteau, à droite, pour s'assurer que le ballon finisse par curver à l'intérieur. Il l'appelle pas la ville des vents pour rien, hein? Non, c'est non, vraiment pas. Puis, malgré tout ça, Caleb Williams s'est retrouvé dans une situation où il y avait une passe d'à peu près 50 verges à faire à DJ Moore. Et malgré le vent, malgré le fait que DJ Moore avait un gars sur lui, il a lancé un missile à tête chercheuse qui s'est ramassé directement dans les mains de DJ Moore. La passe est incroyable. L'attraper est vraiment incroyable. Là, beaucoup d'amour à DJ Moore là-dessus. Mais Caleb Williams a été phénoménal dans les 10-15 dernières minutes de ce match-là. Et Bob, je sais que toi, tu as été un gars qui a ses doutes sur Caleb Williams. J'attends les excuses à Caleb Williams. Écoute, pour vrai, là, je comprends que Caleb Williams est encore un produit but qui a besoin de correction. Mais les deux jeux que tu as parlé, là, ça, c'est le Caleb Williams qu'on s'attendait. Pour vrai, il faut aussi donner des fleurs. Puis c'est pas juste ces passes-là. Caleb Williams s'est déjà établi dans la NFL comme le gars qui est pas capable de se faire crisser à terre pour un sac du corps. Il est tellement... On dirait qu'il y a de l'huile pour bébé partout sur le corps qui peut faire en sorte... Il y a du Big Ben en lui. Il y a du Big Ben. Oui, mais Big Ben, lui, c'est parce qu'il était tellement gros puis massif qu'il était juste pas physiquement capable. Caleb Williams, genre... Caleb Williams, tu le pognes juste pas. Il veut pas tomber. Honnêtement, j'aimerais ça. Là. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé cette saison, mais il me semble que non. Je veux que les Browns de Cleveland affrontent les Bears de Chicago pour le duel Myles Garrett-Caleb Williams. Qui sort gagnant de ça? C'est arrivé la semaine passée et Garrett avait eu un sac, je pense. Ah, OK, ouais. Là, l'affaire que je veux regarder avec vous autres, parce que vous connaissez sûrement ça, c'est l'une des stats les plus mémorables qu'il y a dans le NFL lore, le fait que les Bears de Chicago n'ont toujours pas de carrière avec 4000 verges dans son histoire. Caleb Williams est à 3400 flat avec 2 matchs à faire. Tu as besoin de 600 verges pour les 2 prochains matchs. Moi, je ne sais pas. Si, mettons, Chicago clinch, mettons la division la semaine prochaine, moi, d'après moi, si je suis Ben Johnson, je vais assez Caleb Williams pour les séries éliminatoires. Malheureusement, à moins que Caleb Williams nous sorte une performance de genre 400 verges dimanche prochain, je pense pas que ça va arriver. Ça va être proche, mais je pense pas qu'on va y arriver. Non, pas 4000. Je veux dire, à moins qu'on joue parce que, tu sais, les 49ers, on frappe les 49ers, ils ont 2 bons adversaires pour finir. Fait c'est possible que les Bears se ramassent à jouer du football de rattrapage, mais fondamentalement, c'est pas dans leur identité. Tu sais, on a tellement mis sur le jeu au sol avec DeAndre Swift puis Kyle Monangai, puis là, surtout avec Rome Odunze qui est blessé, Luther Burden qui est blessé. Si ces gars-là reviennent, peut-être, là, mais 600, je pense pas qu'il y a 602 matchs. Puis ça serait cool, mais l'année prochaine. Puis vous savez quoi, Caleb Williams, peut-être, vous savez quoi, l'étoffe d'un gagnant qui dit, tu sais quoi, il y en aura d'autres occasions. Oh, absolument. Non, mais oui. Je vais juste reprendre les mots de Félix. Les Bears qui sont chanceux, l'histoire de la saison 2025. Je sais, oui, OK, oui.
Un peu, mais un quand peu. je- Pas autant que les Broncos, d'ailleurs. Pas autant qu'il y a quand même... Je peux lui ramener ça dans Écoute, Je vais pas la embarquer dans ce différence, rage- OK, dans c'est ce rage que bait-là. Là. les Bears, oui, je suis d'accord, on est chanceux dans une certaine mesure. On gagne des matchs qu'on n'a pas d'affaire à gagner, puis on ne réussira pas à convertir un bot écho tout le temps. Mais les Bears, puis moi, ce qui me fascine, c'est que cette équipe-là, historiquement, est reconnue pour être de l'autre côté de cette équation-là. Mais là, les Bears, en fin de match, quand on a besoin d'un gros jeu, on va le chercher. On n'en est pas victime, on va le chercher. Puis, moi, ça, tu vois, au-delà on ne gagnera pas le Super Bowl cette année. Je serais extrêmement surpris, là. Mais les Bears, en ce moment, il y a un changement de mentalité qui se fait, puis un changement d'attitude, puis on est l'équipe qui contrôle le match au lieu d'être l'équipe qui est contrôlée. Les Bears sont 11-4. Avez-vous vu ça souvent, les Bears qui sont 11-4 puis qui ont 2 matchs d'avance sur les autres équipes dans cette division-là? Moi, je n'ai pas vu ça souvent de mon vivant. Je pense que c'était quoi la saison 2017 avec Mitch Trubisky et Khalil Mack? Ouais, je pense qu'il était rentré à 10-7 de mémoire. Je pense qu'ils ont 10-7. victoire, je pense qu'ils n'ont pas fait ça depuis. Ben, il me semble qu'il était 10-7. Il doit avoir une saison de 11. Mais peut-être que je Écoute, je vais vous dire, la saison où les Bears se sont rendus au Super Bowl, mais qui ont perdu contre les Colts en 2006, il avait été 13-3. OK. Mon erreur chez moi, il était ils ont 12-4. 12-4. 12-4. Mon erreur. Comment tu dis ça, Félix? Il était 12-4 cette année. Fait que théoriquement, ils n'ont pas encore égalé cette saison-là. 11-4 cette année, il était 12-4 à ce moment-là. C'est 12-4 en 10. Mais tu sais, ça reste quand même que cette équipe-là. Mais c'était pas sur ma carte de bingo, ça c'est sûr. C'était pas sur ma carte de bingo, ça c'est certain. Non, c'est définitivement. ça. Il faut souligner ce travail-là de Ben Johnson, Caleb Williams qui prend un grand step aussi. Il faut vraiment souligner ça d'abord. C'est drôle, mais chacune de nos déclarations cette semaine sont un peu interreliées, dans le sens que oui, les Bears ont gagné contre les Packers, mais vous savez quand même ce qui a officialisé la présence des Bears en séries éliminatoires cette semaine. Les partisans des Lions de Détroit, là. Mon point n'est, je ne suis pas désolé sur le dernier match parce que pour moi, c'était weird un peu, je vous l'accorde, mais c'était probablement la bonne décision, mais Dan Campbell, Jared Goff, puis toute la gang, là, vous avez eu toutes les chances au monde. And you blew it. Que les Packers échappent ce match-là contre les Bears, c'était le lifeline d'une vie. D'une vie. Et là, vous arrivez contre Pittsburgh, au Ford Field, à la maison, et vous n'êtes pas capable de finir le travail comme du monde. Surtout après que Chris Boswell ait manqué un placement pour potentiellement ice le match au 4e quart. Et vous n'avez toujours pas réussi à faire. Pour moi, ça veut juste dire que Détroit était juste pas dû pour aller en playoff cette année. Peu importe les scénarios, les blessures ou quelque chose de même, vous ne méritez juste pas d'aller en série. That's it. Penses-tu qu'il s'ennuie de Ben Johnson? Sûrement un peu, mais un peu, mais je sens pas que c'est juste à cause de ça que on n'a pas été capable de oui, mais je veux dire, je veux dire en même temps, il y a eu la fameuse décision pour laquelle on critique et très justement Dan Campbell de vouloir reprendre l'appel des jeux. On a vu ce que ça a amené. Puis dans cette défaite, d'ailleurs, c'est terminé de façon très drôle avec plusieurs pénalités d'un côté comme de l'autre. Un touché qui a été accordé, qui a été, comment je pourrais dire ça? Qui a été mentionné, mais comme quoi que les pénalités ont fait en sorte que ça n'a pas fonctionné. D'ailleurs, dans cette victoire-là, non seulement les Steelers sont toujours assurés d'une fiche gagnante cette saison. Félicitations. Et dans l'autre, Pop, pour terminer sur ton point, les Lions, maintenant, leur probabilité de rentrer en séries éliminatoires sont de 16%. C'est... Ouais. Priez. J'espère que vous avez une bonne réserve de karma du côté du Michigan parce que vous allez en avoir besoin. Juste pour préciser le 16%, en gros, en termes plus concrets, la seule et unique façon que les Lions se rendent en série, c'est qu'ils gagnent leurs 2 derniers matchs et que les Packers perdent leurs 2 derniers matchs. Ce qui est pas intéressant à noter,
Non, mais fin intéressant à noter quand même, à la semaine 18, le match où on soupçonnait que peut-être que les Bears allaient reposer leur partenaire, les Bears affrontent les Lions la semaine 18. Peut-être que c'est pour ça que finalement on va faire jouer nos partants. Tu sais, peut-être que Ben Johnson, qui vient de partir de Détroit, va se dire bon, je pourrais reposer mes partants. Je pourrais, tu sais, on a quand même un match de série qui s'en vient la semaine prochaine. Je pourrais faire ça, à moins qu'on ait chez la première tête de série, ce qui semble plutôt impossible. Mais j'ai l'opportunité de m'assurer que mon ancienne équipe ne fasse pas les séries. Ça va être difficile de laisser passer ça, je pense. Et quand même, c'est un rival de division. Puis, de l'autre côté, les gars, on mentionne qu'il faut que les Packers perdent leurs 2 matchs. Les Packers jouent quand même le 27 contre les Ravens et ensuite contre les Vikings. Les Vikings, ça devrait Priez. Les Packers, on peut dire ce qu'on veut, mais dans la shape que se retrouvent les Ravens et les Vikings, je pense que les on Packers assumant que Jordan peuvent Love revienne en santé, hein. Que Jordan Love soit en santé. Espérons que la commotion ne perdure pas dans le Mais en tout cas, je veux juste dire 2 choses. De un, les Ravens sont en avance sur New England au moment où on enregistre. Avec 9 minutes à faire au 4e quart, ils mènent par 3 points. Fait que c'est pas un gimme contre Baltimore la semaine prochaine. Et deuxièmement, Mio, j'ai pas le choix. Je dois le plugger. Hey! Les Steelers run la NFL! Les Steelers run la NFL. Puis les Steelers vont perdre. Les Steelers, tu vois, viennent de battre les Lions. Les Steelers vont perdre contre les Browns la semaine prochaine. C'est écrit dans le ciel. Puis on va arriver à la semaine 18 contre les Ravens pour un match décisif pour la division. Puis les Steelers vont trouver le moyen de gagner, même s'ils n'ont pas d'affaire à le gagner. C'est ça. Chaque fois que tu penses que tu comprends, bang! Non, finalement, c'est pas ce que tu penses. En fait, non. OK, pour vrai, Mio, sur une échelle de 1 à 10, là. C'est quoi les odds que Pittsburgh perde ses 2 prochains matchs pour continuer le meme de « on est une équipe de 9-8 ». Ah, c'est très haut. C'est très haut. Puis, tu sais, il n'y a pas un match des Steelers qui se termine de manière convaincante quand c'est une victoire. La seule façon que ça se termine de manière convaincante, c'est dans une défaite, tu sais. Fait que, tu sais, tu me dis, 2 dans la semaine, c'est quoi? C'est Baltimore puis c'est Cleveland. Hey, il y a un monde dans lequel les Steelers perdent ces 2 matchs-là, là. Ouais, mais si ça arrive, ils ne feront pas les séries. Ouais, effectivement. Mais je te préviens, Mio, là, on s'entend, toi puis moi et Félix, ensemble. Là. Tu sais que Myles Garrett va briser le record de la NFL la semaine prochaine contre Aaron Rodgers. Il y a un monde dans lequel c'est très, 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 très probable. Prépare-toi. Le record qui est à TJ Watt, ça va être devant TJ Watt. Oh, ça va être malade. Oh, TJ Watt qui devrait pas jouer, malheureusement. Là. Il va être ses lignes de côté pareil. Je pense qu'il revenait la semaine prochaine. Je pense qu'il revenait la semaine prochaine. Mon erreur. On en aura d'autres nouvelles cette semaine. Allez, boys, moi, une que j'ai pour vous autres, c'est un truc qui m'avait donné un petit peu de mal l'année passée, mais bon, il faut croire que j'étais trop... j'avais juste une boule de cristal à laquelle vous n'aviez pas accès, mais j'avais mentionné comme quoi, vous savez quoi, peut-être que les Jaguars sont pas si pires que ça. Bon, l'année passée, on s'entend, ils étaient nuls à chier. C'est ce qui leur a permis d'ailleurs de monter si haut au repêchage. Tout ça, mais comme... Les gars, avez-vous vu les Jaguars cette année? Honnêtement, là, j'ai vu les Jaguars embarrasser un peu les Broncos de Denver aujourd'hui, là. Et je vais être bien honnête avec vous autres, là, je commence à avoir la chienne. Pour vrai, les gars, des might les gars, leurs 3 matchs à date en décembre, c'est 36, 48 et 34 points. Là. Puis ça, c'est sans compter que l'attaque n'est même pas la meilleure facette des Jaguars de Jacksonville. Non. Oui. Ben, je veux dire, en ce moment, Liam Cohen, qui est un gars offensif, a vraiment permis à Trevor Lawrence de tourner le coin. Ça paraît, je veux dire. Trevor Lawrence n'a jamais aussi bien joué depuis le début de sa carrière chez les professionnels. C'est le jour et la nuit par rapport à ce qu'on a vu dans les mois. Bon, match Trevor Lawrence. Écoute, les Jaguars, en tant que fan des Titans, c'est probablement l'équipe que je déteste le plus. Cette rivalité-là qui a été forgée à grands coups de Thursday Night Football, l'épouvantable à regarder. Fait que tu sais, c'est les fameux matchs avec le bleu poudre contre le jaune moutarde des Jaguars. En Angleterre, c'est j'en ai vu des duels. Blake Bortles contre Marcus Mariota, j'en ai vu plus que je devrais dû en voir. Okay? Il y en avait des matchs terribles. Fait que j'ai une crotte sur le cœur, mais honnêtement,
ce que cette équipe-là fait sans Travis Hunter et avec Brian Thomas Jr. qui est clairement pas à 100%, c'est extrêmement impressionnant. Honnêtement, là. C'est vraiment, vraiment impressionnant. Honnêtement, là, on est entre nos trois, là. Lequel avez-vous plus peur d'affronter en première ronde? Jacksonville ou Houston? Houston. Je garde Houston, par exemple. Peut-être cette défense, je respecte trop cette défense-là. Je respecte trop cette défense-là. J'avoue qu'à l'inverse, Houston a peut-être la défensive qui fait vraiment beaucoup plus peur que celle de Jacksonville quand même, tu sais. Mais j'ai pas trop peur de me faire battre par l'attaque des Texans que celle des Jaguars, tu sais. C'est un fait. Puis ça se défend. Ça se défend parce que les Texans ont juste gagné 23-21 contre les horribles Raiders aujourd'hui. Ça se défend ton point là. Puis je pense qu'objectivement, je pense que c'est vrai que si tu mets les deux équipes, je pense qu'en ce moment, Jacksonville est meilleur. Mais c'est drôle parce qu'on a souvent parlé que le sud de la AFC est une division ridicule. Puis là, on se demande quelle équipe nous fait le plus peur entre les Jaguars et les Texans qui sont dans cette division-là. Tu sais, les Broncos aujourd'hui, les Broncos, depuis un bout, on a l'impression que c'est un peu suspect. Puis là, aujourd'hui, on se fait rincer par 2 touchés chez nous par les Jags. Les Pats aussi, ça n'a pas été la grosse cédule du siècle. Puis là, on vient de perdre contre les Bills, puis est-ce qu'on va être capable de tenir contre les Ravens? C'est la réponse dans quelques minutes. Mais je sais, l'AFC est bizarre cette année, man. L'AFC est La vraiment, NFL est bizarre. La NFL est bizarre. Hey, écoute, je fais juste. Oui, mais tu regardes dans la NFC, j'ai l'impression que tu as plus de bonnes équipes. J'ai l'impression que les Rams battent n'importe qui dans la NFC. Les Seahawks battent n'importe qui dans la NFC. Les Rams ne battent pas les Seahawks. Les Bears sont. Non, c'est les deux meilleures équipes de la Ligue. Je m'excuse, ces deux équipes-là, c'est les deux meilleures équipes de la Ligue. Le match était du cinéma. C'était un peu cinéma. Les Bears sont un peu avec les Broncos puis les Pats, des équipes avec une grosse fiche que tu as des raisons un petit peu d'en douter. Puis, les Panthers ou les Bucks, on n'en parlera pas trop. Mais les 49ers sont solides aussi. Puis les Packers peuvent surprendre du monde. Puis c'est vraiment, vraiment, vraiment spécial. J'ai l'impression que la NFC est tellement meilleure que la AFC cette année. Je sais pas si c'est parce que Mahomes n'est pas là et ça biaise un peu ma réception, mais j'ai vraiment, vraiment l'impression que la NFC est plus forte que la AFC. Parce que je vais vous faire un peu le portrait des éliminatoires dans l'américaine, OK? Puis, honnêtement, là, être le 5e seed, c'est la meilleure position que tu peux pas être en ce moment. Parce que si, mettons, tu es Nouvelle-Angleterre, tu termines 2e, tu affrontes Houston pour commencer les séries. Buffalo qui sont à 11-4 en ce moment. La même fiche, en fait, qui ont 2 victoires de plus que les Steelers de Pittsburgh, affronteraient Jacksonville à l'étranger. À Jacksonville au premier tour. Puis ça ferait en sorte que Pittsburgh aurait un match à domicile contre les Chargers. Fait que pour vrai, le vrai objectif dans l'américaine en ce moment, c'est de finir 5e. C'est quasiment plus gagner la division, c'est de finir 5e parce que tu évites Jacksonville et Houston au premier tour. Puis dans la NFC aussi, je veux dire, tu tapes les Panthers ou les Bucks au lieu de te taper les Bears, Pas que les Eagles font pas très peur non plus ces temps-ci, là. On a beau avoir gagné contre Washington, c'était pas glorieux, là, mais c'est vrai qu'en ce moment, on a souvent ce débat-là est-ce que les 4 gagnants de division devraient nécessairement aller en série, surtout accueillir un match à domicile. Là, en ce moment, on va avoir des matchs à domicile, soit à Baltimore ou à Pittsburgh, et soit à Tampa Bay ou en Caroline, quand des équipes comme probablement en tout cas, 2 équipes parmi les Seahawks, les Rams et les 49ers vont jouer sur la route en première fin de semaine c'est fou, là. C'est complètement fou, ça. C'est ça que ça fait d'être dans une division complètement stacked. Malheureusement. Et puis, pauvres Cardinals. Pauvres Cardinals, man. On peut-tu prendre une petite seconde pour les Cardinals? Les divisions ne sont pas tous faites de manière équitable, les gars. Non, c'est sûr. Mais je veux juste quand même donner un shout-out au GM des Jags pour Jacoby Myers. Je sens que cette transaction-là a complètement transformé les Jags. Des Cards. Oui. Jacoby Myers. Non, les Jags. Oh non, excuse-moi. J'ai entendu Brissett dans ma tête. Non, Jacoby Myers. On parlait des Cards, puis... non, c'est correct, c'est correct. Puis, il les voit dans ta tête, on peut le contrôle mieux. Oui, exact. Elles me font écouter du brain rot italien ces jours-ci. Écoute, on est en vacances. C'est pas le moment d'avoir le maximum nombre de neurones dans la tête en ce moment. On est en vacances. Exactement. Bon, hey les boys, avant qu'on se quitte, on tombe en période des fêtes.
Allons-y, prenons un petit instant, là. Quand on va se reparler, il va y avoir bien des petites affaires intéressantes qui vont s'être passées. Donnez-nous vos prédictions les plus folles. Les Panthers de la Caroline vont clinch le sud de la nationale. Ce qui est une phrase que, oui, ça semble évident ou ça semble facile à dire un 22 décembre, mais faites-moi juste dire à quel point ça serait insane de dire ça un 25 août, mettons. Félix Forget, tu dis? J'hésite entre deux. J'hésite entre les Jaguars vont être le premier seed de l'AFC. Et Samuel Montembeault ne sera pas à Montréal quand on va l'échanger. Je ne sais pas s'il va être à Laval, je ne sais pas s'il va être échangé. Mais quand on va revenir pour notre premier show, qui est la semaine prochaine, on revient format seulement sur Nio. L'autre semaine d'après, on revient le 5 janvier. Samuel Montembeault ne sera pas à Montréal. Je ne sais pas, il va être. Attends, est-ce qu'il va être un membre du Canadien? Je ne sais pas. Je sais juste qu'il ne sera pas avec le Canadien. OK. Mot-clé canadien, est-ce qu'on met l'accent sur essentiellement canadien? Il ne sera pas l'un des 2 gardiens ou l'un des 3 gardiens avec le grand club. Il n'y en aura pas 3, ce qui n'est pas là, mais il ne sera pas l'un des gardiens d'avoir le fait. Okay. D'ailleurs, je veux juste rajouter, on parlait de statement qui est drôle à dire, là, puis je vais juste dire une chose qui s'est passée aujourd'hui. Tu m'aurais dit au mois de septembre que les Titans du Tennessee battraient les Chiefs par 15 points, puis que Cam Ward finirait 21-28 pour 228 verges contre les Chiefs rendus au mois de décembre. Je t'aurais ri en pleine face. Les Titans sont tellement ridicules, ils ne sont même pas capables de tanker comme du monde. Écoutez, les gars, jusqu'au 5 janvier, les Canadiens ont 6 matchs sur la cédule. Je vais y donner une chance. Je dis 2 buts pour Philippe Danault. Ah ouais. Ah, j'aime ça. Je le vois aller en scorer 2 quand il va revenir. On joue-tu contre les Kings? On joue-tu contre les Kings? Canadien, non, Canadien. Non, Floride. Canadien, c'est ça, c'est... un but de 3 passes. Un but de 3 passes. C'est le voyage un peu bâtard. Là. Boston, les 2 équipes de la Floride. Après ça, tu remontes dans le nord pour les Hurricanes. Après ça, c'est les Blues et les Stars. Vraiment bâtard comme voyage. Si le Canadien est encore dans les 3 meilleures équipes de l'Atlantique après ce voyage-là, on fait les séries. Moi, c'est pas ma prédiction. Ma prédiction, c'est 2 buts de Danault. Bon. Le restant, on s'en bat les couilles. All right, les boys, on arrive enfin... Un but 3 passes, Un but 3 passes, c'est tellement spécifique. Les gars, on arrive en fin d'émission et juste avant qu'on se quitte, on a notre quiz du joueur de la semaine pour vous. Alors, cette semaine, le quiz qu'on avait, c'était un joueur dont l'équipe actuelle est les Canadiens de Montréal avec 4 matchs LNH en carrière et 1 jeu blanc. Félix Forget, de qui parle-t-on? On en a parlé comme l'un des beaux cadeaux qu'on a eu à Montréal récemment. Jacob Fowler, qui était le meilleur espoir de l'équipe devant le filet, qui a été rappelé un peu en catastrophe pendant que les 2 gardiens n'arrivaient pas à faire quoi que ce soit. Un peu, beaucoup en catastrophe. Mais écoute, finalement, ça a quand même bien fonctionné. Fowler qui fait du bon travail. Et tu vois, je parlais que Montembeault ne sera pas à Montréal dans 2 semaines quand on va revenir. Jacob Fowler, je pense que son jeu blanc d'hier et son match qui va jouer mardi contre Boston va être extrêmement déterminant, là, mais je ne serais pas surpris qu'à ce moment-là, Fowler ait rendu la tâche beaucoup trop compliquée pour que le Canadien le renvoie à Laval. C'est une autre bonne performance contre Boston, un rival qui est une grosse équipe. Bonne chance pour justifier un monde dans lequel tu le renvoies à Laval. Mm-hmm. Est-ce que Jacob Fowler est le nouveau Penn Skeller autant que Marc-André Fleury a été un Ab Skeller durant sa carrière? Ce serait le fun. Ce serait le fun qu'on ait le note à mener. Ça serait fun. All right. Mesdames et messieurs à la maison, merci beaucoup d'avoir passé la dernière heure à nous entendre parler de sport. Comme Félix a mentionné, on va être de retour le 5 janvier sous le format régulier. La semaine prochaine, nous aurons juste un salon de Mio pour venir combler un peu. Quand même, là, il va y avoir des trucs qui vont s'être passés dans le monde du sport. En attendant, on est sur nos réseaux sociaux, notamment via le groupe Facebook de Superfans de Tigers de Guangdong, où vous pourrez interagir avec nous et participer à l'émission. Sinon, Instagram, TikTok, Twitter et YouTube pour tout le restant de notre bon contenu. D'ici là, passez un excellent temps des fêtes et une bonne année. Salut, bye.